Bonjour et bienvenue sur Radio CSERT, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Nous sommes le mardi 15 juillet 2025, épisode 356, en direct de Cabestany en Occitanie. Je suis Marc-Frédéric Gomez et j'espère que vous allez bien. Au programme aujourd'hui, la CISA ajoute une nouvelle vulnérabilité critique à son catalogue Kev, pendant que le NCSC tire la sonnette d'alarme sur la fin de vie imminente de Windows 10. On va en avoir des articles là-dessus. Nous reviendrons aussi sur la conférence annuelle du Cambridge Cybercrime Centre avec un condensé des travaux les plus marquants sur le ransomware, les forums de hacking, la blockchain et les écosystèmes criminels. Vous entendrez également comment le modèle de Gemini de Google peut être exploité pour générer des résumés d'emails frauduleux ou comment le ransomware Interlock adopte une nouvelle technique de livraison, la méthode FileFix. Enfin, nous parlerons d'un incident grave de fuite de clés API chez XAI par un employé du Doge et nous découvrirons AADAP-T, le nouveau framework du MITRE qui est dédié aux menaces liées aux actifs numériques. Bien entendu, vous retrouverez toutes les sources citées dans cet épisode sur le site de radiocessort.org. Et pour rappel, Radio CSERT produit une newsletter hebdomadaire et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite fortement à vous abonner. La CISA a ajouté hier soir, le 14 juillet, une nouvelle vulnérabilité à son catalogue des vulnérabilités exploitées connues, le KEV, sur une base de preuves d'exploitation active. On en a déjà parlé sur Radio CSERT, c'est la CVE 2025 47812 qui a fait le Wing FTP Server. Il s'agit, pour rappel, d'une vulnérabilité d'impropre neutralisation du caractère nul ou un null byte ou nul caractère. Alors pourquoi j'ai remis cette info ? L'avantage de la CISA par rapport à tout ce qu'on peut lire dans les sources OSINT, c'est qu'ils vont remonter ce qui est exploité par des cybercriminels ou de l'espionnage étatique sur leurs systèmes fédéraux. Alors, ce type de vulnérabilité constitue bien entendu un vecteur d'attaque fréquent pour les acteurs malveillants et représente un risque important pour tous les systèmes fédéraux, mais pas que, aussi pour les entreprises. Par rapport à Citrix Blade 2, où ils avaient demandé en 24 heures de faire une mise à jour, la directive opérationnelle contraignante de la BOD 2201, les agences du Federal Civil Executive Branch, ce qu'on appelle le FCEB, sont tenues de corriger les vulnérabilités listées dans un délai prescrit. J'ai pas vu le délai, il n'est pas apparu, mais c'est pas dans les 24 heures. Alors je vous recommande d'aller sur ce site, car le 23 juin 2025, le Cambridge Cybercrime Centre a organisé sa 8e conférence sur la cybercriminalité. C'est juste au bon niveau. Si je ferais mon Jones, je dirais c'est une dinguerie. Et si je ferais mon vieux, je dirais putain, c'est le top du top. En ouverture, il y a Suno Park de New York qui a présenté les risques juridiques liés à la recherche en cybersécurité aux États-Unis. Et il y a eu 3 sessions. La première session, c'était sur les écosystèmes cybercriminels. Il y a une étude des mécanismes de confiance sur Telegram, une analyse des dynamiques sociales dans les forums de hacking et un impact de l'anonymat sur l'expression émotionnelle dans les discussions liées à la drogue. Dans la deuxième session, on a parlé des techniques et des vecteurs d'attaque. Ils ont quand même fait une présentation sur une analyse de 270 millions d'attaques de blockchain adresse poisoning pour 83 millions de dollars de pertes. Il y a une étude sur les discussions sur l'exploitation de l'humain dans les forums et l'analyse du langage des activistes pour éviter la censure. La troisième session, c'était sur la résilience et la perturbation des activités illicites. Évaluation des démantèlements du service DDoS for Hire depuis 2022, simulation de la résilience organisationnelle des groupes RAS et une étude de la présence des théories du complot sur les forums anonymes. Et en clôture, il y a une perspective future présentée par Alice Hutching. Bref, c'est à lire, ça prend du temps. Ça ne se lit pas en 5 minutes, il y a énormément de présentations, mais c'est le bon niveau, quoi. C'est, si vous avez un truc à lire pendant vos vacances, vous embarquez ça. Sinon, pas de bras, pas de chocolat. J'ai retenu un article qui ne sera pas le dernier malheureusement d'ici le mois d'octobre sur la migration de Windows 10 vers Windows 11. Le 14 octobre 2025, pour rappel, ça marque la fin du support de Windows 10. Le NCSC britannique alerte les organisations sur les risques de sécurité liés au maintien des systèmes après cette date. Un système d'exploitation obsolète constitue une cible privilégiée par les cybercriminels. Bon, jusque-là, ils n'ont pas inventé l'eau chaude comme on dit, Mais il y a des précédents notables qui incluent l'exploitation de vulnérabilités dans Internet Explorer après la fin du support de Windows XP en 2014 et l'attaque de WannaCry en 2017. La migration vers Windows 11 peut être empêchée par des contraintes matérielles, la fameuse prise en charge du TPM 2.0, l'UEFI ou le Secure Boot,
qui est requise. Sans ces composants, la mise à niveau est impossible. Windows 11 active par défaut des fonctionnalités de sécurité existantes, telles que BitLocker, VBS ou Secure Launch, et introduit de nouveaux mécanismes comme la gestion native des passkeys, les credential guards renforcés et des améliorations à Windows Hello. Les appareils incompatibles avec Windows 11 sont donc structurellement moins sécurisés. Le NCSC publie des packs de configuration actualisés pour faciliter le déploiement sécurisé de Windows 11 dans les organisations. Et vous passez quand sous Linux ? On a vu une exploitation de Google Gemini pour résumer des phishing invisibles. Alors c'est le chercheur Marco Figueroa du Mozilla Bug Bounty qui s'appelle Odin a révélé une méthode d'exploitation de Google Gemini vers Workspace par injection de prompts indirects qui permet la génération de résumés d'emails trompeurs sans lien ni pièce jointe. L'attaque va insérer du texte masqué via un CSS taille 0 couleur blanche à la fin du message. Ce contenu est invisible pour l'utilisateur mais interprété par Gemini lorsqu'on lui demande un résumé. Ce résultat est un résumé falsifié, par exemple une fausse alerte de sécurité, incitant à des actions malveillantes. Gmail ne détecte pas ces instructions cachées car elles ne déclenchent pas les filtres habituels. Le message parvient à la boîte de réception et n'apparaît dangereux qu'au moment où Gemini génère le résumé. Des attaques similaires ont été signalées dès 2024. Bien que Google ait publié des mesures de mitigation, la technique reste exploitable à ce jour. Alors les impacts identifiés, ce sont les chaînes d'approvisionnement, les fameuses supply chain, les CRM, les emails automatisés et newsletters peuvent servir de vecteurs d'injection à grande échelle. Les surfaces ce qu'on appelle les interproduits, c'est Gemini peut être ciblé dans Slide, Drive, Doc ou autre espace Workspace utilisant du contenu tiers. Le chercheur, Marco Figueroa, recommande de considérer les assistants IA comme une surface d'attaque à instrumenter, isoler et surveiller activement. Alors c'est vrai que j'ai déjà vu dans ma carrière des tentatives d'injection ou même de protection via écrire en blanc, en tout petit, etc. Mais j'ai fait des essais, et même avec OpenAI, vous pouvez le faire. Quand vous mettez une police de taille 0 en blanc, ça se voit pas. Et il capture le truc. Et vous pouvez écrire dans un texte quelque chose qui serait un message. Là, je me suis amusé, j'ai fait un message rigolo, mais ça, vous pouvez faire des messages subversifs, faire de la fausse information. Lisez l'article. C'est intéressant. C'est une nouvelle menace. On se retrouve avec des nouvelles threats à suivre. Et au niveau threat intel, ça va être assez sympa de comment on va pouvoir détecter, parce qu'aujourd'hui, les outils qu'on a sont pas encore au bon niveau. Mais ça va arriver, c'est une question de quelques mois. On apprend que le ransomware Interlock adopte la méthode FileFix pour la livraison de malware. Le 14 juillet 2025, soit la journée d'hier, le défi Report and Proofpoint ont confirmé que le ransomware Interlock utilise désormais la méthode FileFix, une variante furtive de l'attaque ClickFix, pour diffuser un cheval de Troie d'accès à distance, un fameux RAT. Depuis mai 2025, les campagnes Interlock intègrent l'injecteur web Kongtuk, aussi appelé Land Update 808, sur des sites compromis. Les visiteurs sont incités à passer une fausse vérification CAPTCHA avant d'exécuter une commande copiée dans le presse-papier via un dialogue exécuté, déclenchant un script PowerShell. En juin, une version PHP du Interlock RAT a été détectée, livrée également via Kongtuk, et depuis juillet, Interlock a adopté la méthode FileFix conçue par le chercheur Monsieur.D0x qui exploite l'interface de l'explorateur de fichiers Windows et les fichiers .hta pour tromper l'utilisateur. C'est vraiment une tuerie ce truc. Quand vous allez étudier un peu techniquement le sujet, si vous avez du temps là-dessus, vous allez voir ça rentre comme dans du beurre quoi. Une commande PowerShell déguisée en chemin de fichier via des commentaires avec le fameux dièse est collée dans la barre d'adresse de l'explorateur, menant au téléchargement du RAT depuis trycloudflare.com, c'est le nom de domaine. Une fois en place le RAT, il va collecter des informations système et réseau via le PowerShell, exfiltrer des données au format JSON, et réaliser une activité interactive, énumération de l'Active Directory, recherche de sauvegarde, navigation locale, inspection du contrôleur de domaine. C'est vraiment un outil, c'est mieux qu'un outil d'audit quelque part. Vous allez recevoir des commandes shell depuis le serveur C2, ajout de la persistance via une clé run dans le registre et peut se déplacer latéralement via le RDP. Interlock est actif depuis septembre 2024 et a ciblé notamment Texas Tech University, Davita et Kettering Health. L'adoption de FileFix représente la première utilisation publique confirmée de cette technique dans une attaque réelle. Vous voyez, les attaquants
Quand on fait cette revue de presse tous les jours, ça peut sembler surprenant. Normalement, je reste sur un avis neutre, mais là, on voit que le niveau, il monte. Et puis, il monte pas d'une marche. Ils ont monté un escalier entier, quoi. On est sur de l'engineering à un niveau, c'est impressionnant, mais ça fait vraiment très peur. Nous, équipe de réponse à incident, on se retrouve, entre guillemets, pas à la traîne. On doit s'adapter. On doit remonter un peu le niveau, mais c'est juste c'est une dinguerie, quoi. On apprend une fuite d'une clé API de XAI par un employé du Doge. Le 13 juillet, soit la journée de dimanche, Marco Elez, 25 ans, employé du Department of Government Efficiency, le fameux Doge lié à Elon Musk, qui n'est plus lié à Elon Musk aujourd'hui, a accidentellement publié une clé API privée de l'entreprise XAI dans un script nommé agent.py sur GitHub. La fuite a été détectée par GuardGuardian, spécialiste de la surveillance des secrets exposés dans les dépôts publics. Cette clé compromise donnait accès à 52 modèles LLM, dont Grok-4-709, datés du 9 juillet 2025. Ces modèles sont utilisés par Grok, l'agent conversationnel de XAI, intégré à Twitter et X. Cette vulnérabilité est survenue moins d'une semaine après une polémique liée à des réponses antisémites générées par Grok et quelques heures après l'annonce d'un contrat de 200 millions de dollars entre XAI et le département de la Défense. Le chercheur Philippe Caturegli, de la société Seralis, a confirmé que la clé exposée restait fonctionnelle au moment de la publication. Aucune révocation n'a été constatée malgré l'alerte. Caturegli souligne qu'un tel incident remet en question la gestion des accès sensibles par les employés en charge des systèmes critiques. Marco Elez, ancien employé du Trésor, avait été révoqué pour transmission de données non chiffrées et pour des publications controversées sur les réseaux sociaux. Il a été réintégré au Doge après intervention politique et a ensuite obtenu des accès dans plusieurs agences fédérales, la fameuse SSA, le Labor, CBP, l'ICE, c'est ce qui font la chasse aux migrants, le DHS et le DOJ. Ce n'est pas un premier incident de ce type. En mai 2025, un autre employé du Doge avait été divulgué une clé API internale XAI. Il y a des modèles personnalisés pour SpaceX, Tesla et Twitter X. Ça fait peur quand même, hein. Le MITRE a publié le framework AADAPT contre les menaces liées aux actifs numériques. Le MITRE a lancé un nouveau cadre de cybersécurité. Alors, je vais vous le faire en version complète. C'est l'Adversarial Action in Digital Asset Payment Technologies, destiné à cartographier et atténuer les menaces spécifiques aux écosystèmes financiers numériques, notamment les plateformes de crypto-monnaies. Il est inspiré du modèle MITRE attaqué et AADAPT structure les tactiques techniques et procédures des fameux TTPs. Donc, on va le faire plus simple. C'est un nouveau framework. Il fonctionne comme le MITRE ATT&CK. L'avantage que nous avons, c'est que grâce aux TTPs utilisés par les attaquants contre des composants critiques, tels que des mécanismes de consensus, les contrats intelligents, ce qu'on appelle les smart contracts, et ce cadre s'appuie sur plus de 150 sources issues des sphères gouvernementales, industrielles et académiques. Selon Webmaster, vice-président de technologie cyber chez MITRE, l'objectif est... Alors, je dis MITRE en français, mais je sais que Nicolas est en train de saigner des oreilles. Le MITRE. Chez MITRE, l'objectif est de renforcer la sécurité et la confiance dans les technologies de paiement numérique en fournissant un référentiel d'analyse et de rémédiation adapté aux développeurs, institutions financières et décideurs. Ce framework cible en particulier les attaques du type double dépense, campagne de phishing et ransomware, qui visent les entités utilisant ou fournissant des services liés aux crypto-monnaies. AADAPT fournit des recommandations concrètes pour des acteurs sous-dotés comme les municipalités, les petites structures ou organismes publics, souvent les plus exposés et les moins protégés. J'ai pas eu le temps encore de le regarder. Je verrai ça, j'ai mis ça dans ma to-do list pour ce mois-ci. Et j'espère que d'ici le 31 janvier, je ferai un article beaucoup plus complet. Parce que 150 sources qui ont été utilisées, ça devrait être assez intéressant. Et voilà, cet épisode de Radio Cessor du mardi 15 juillet 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. N'oubliez pas, si vous avez des retours ou des sujets que vous aimeriez voir traités, faites-le moi savoir. Laissez-moi un message sur le répondeur de Radio Cessor au 07 68 72 20 09. 07 68 72 20 09. C'est hyper calme, vous n'avez pas écrit, vous n'avez pas téléphoné depuis des mois. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Je vous embrasse. Au revoir. Et profitez pour ceux qui sont en vacances. Et ceux qui sont sur le pont, vous faites comme moi. On est au combat. On ne lâche rien.